Selon une étude récente de PwC, 60% des dirigeants français pensent que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. Alors, dans un contexte où 6 limites planétaires sur 9 sont déjà dépassées, où 2/3 de la planète pourrait manquer d'eau en 2025 et où 40% de la population vit sous un régime autoritaire, oui, les entreprises ont un rôle à jouer et leur modèle d'affaires doit nécessairement évoluer pour avoir un véritable impact sur leurs parties prenantes. Au-delà d'être rentables, les leaders de demain sont ces entreprises qui auront su tisser un lien de confiance unique avec leurs parties prenantes. Ce lien, c'est ce qu'on appelle leur capital social. Je suis Nathalie Descoux, fondatrice du cabinet de conseil en stratégie d'avenir Nadvise. Mon rôle, aider les dirigeants et dirigeantes d'entreprises à renforcer durablement leur leadership grâce à l'innovation en modèle d'affaires. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui, par vision, conviction ou tout simplement pour une question de survie, ont repensé le modèle d'affaires de leur entreprise ou leur industrie pour le rendre plus durable. Quel a été leur détonateur ? Comment ont-ils fait ? Quel impact sur leurs parties prenantes ? Quelle valeur cela a-t-il créé pour l'entreprise ? Ensemble, nous découvrirons les business models du futur et tenterons de vous inspirer pour que vous aussi, vous transformiez votre entreprise, votre marque ou encore votre direction en vue de générer plus de valeur et plus d'impact pour vos parties prenantes. Vous écoutez Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Bienvenue! Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Étienne de Sainte-Marie, philosophe de formation. Il est le cofondateur de République, un tout nouveau réseau social qui s'est lancé pas plus tard que la semaine dernière et qui ambitionne de réinventer le débat public en ligne. Dans un paysage numérique dominé par quelques géants, République propose une alternative fondée sur un modèle économique unique, le Pay to Own, un modèle qui permet aux utilisateurs de devenir copropriétaires de la plateforme, leur donnant ainsi des droits de gouvernance et des revenus partagés. L'idée derrière tout cela, redonner du sens à la conversation publique en replaçant l'utilisateur au cœur du modèle. En 2 mots, une plateforme qui se centre sur des échanges sains et authentiques, sans publicité ni données personnelles vendues, tout en favorisant une modération collaborative. Étienne, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci d'être au micro de Capital Social. Je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est toujours intéressant, effectivement, avant de parler du business model de République, puisqu'on est là pour ça. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Comment on passe de la philosophie, puisque tu es de formation philosophe, au monde entrepreneurial et plus particulièrement à celui des réseaux sociaux? Ouais, c'est une très bonne question qu'on me pose logiquement assez souvent, donc je devrais pouvoir y répondre. Tu m'as présenté comme philosophe, alors je sais pas dans quelle mesure, comment on peut définir ce terme. Effectivement, j'ai une formation de philosophie, j'ai fait 4 ans à la Sorbonne, j'ai fait aussi l'IPC, qui est une fac un peu plus aristotélicienne, mais j'ai fait ensuite une business school, donc je suis je suis rentré dans un moule un peu plus classique. Est-ce que je suis philosophe? Je pense que oui, parce que j'ai toujours aimé me poser des questions, je sais pas si, j'ai toujours été attiré par des questions fondamentales. Alors, comment on passe de la philosophie à un projet tech et à un réseau social? Donc après la philosophie, j'ai fait une école de commerce, comme je te disais, et ensuite je savais pas trop quoi faire. J'ai toujours été donc je suis rentré dans un modèle assez classique. J'ai fait du consulting pendant 8 ans chez PwC. Ensuite je suis tombé un peu par hasard dans le monde de la start-up qui faisait de la pub sur Facebook, donc un peu l'opposé de ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on défend en tout cas aujourd'hui. Ouais. Puis j'ai fait un peu de conseil à titre personnel. J'ai dirigé une boîte qui faisait de l'aide à domicile, etc. Donc effectivement rien sur le papier comme ça me conduisait aux réseaux sociaux. Je dirais que j'ai mis... donc j'ai commencé à travailler, je pense, ça devait être en 2002. J'ai pris ce projet en 2017-2018, sachant que je faisais du conseil à côté, mais c'est devenu ce que c'est vraiment... République, ça veut dire la genèse de République, c'est 2017 ? C'est un autre projet, en fait, qui consistait à faire de la bataille de contenu pour sortir de la dictature algorithmique, déjà. L'idée, c'était que les utilisateurs puissent se challenger sur des thèmes. Par exemple, les petits chats, le plus beau
beau petit chat, le plus beau petit chien, mais ça pouvait être aussi le plus beau bouquin le bouquin de Platon le plus intéressant, n'importe quel thème, et dans des ensembles qu'on appelait des batailles. Et chaque utilisateur pouvait poster un contenu sous n'importe quel format, vidéo, photo, texte, audio même, sur ce thème, et seuls les utilisateurs votaient. Et le premier arrivé à X gagnait des points, potentiellement des tokens. Moi, je faisais du conseil à l'époque. J'avais quitté mon dernier job salarié et je faisais du conseil en M&A dans un M&A, pour ceux qui ne savent pas, fusion et acquisition. Voilà, ouais, dans une petite boîte. Et ce projet-là, c'est un ami qui est venu me chercher, qui m'a dit, donc je faisais ça en side project. Et en fait, vraiment en side. Et en 2020, donc beaucoup plus tard, quand on avait un peu on avait déjà un peu le proto, quoi. Et on a interviewé des prospects américains parce qu'on voulait se lancer d'abord aux États-Unis. Ok. Sur la pertinence du projet, comment ça a résonné chez eux, un peu sur l'UX aussi. Et en fait, mais c'était surtout sur la proposition de valeur. Et en fait, c'était par hasard. Hein, ça s'est fait comme ça pendant la campagne américaine, donc il y a 4 ans. Et en fait, beaucoup de ces prospects, après avoir bien défoncé le camp d'en face. Comme c'est souvent le cas, et surtout là-bas, surtout en ce moment, beaucoup d'entre eux, quel que soit le camp, républicain ou démocrate, nous disaient mais en fait le problème c'est pas le camp d'en face, ce sont les réseaux sociaux, ils sont en train de fracturer notre pays, etc. Et en fait c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on arrête ce qu'on fait là. Et c'est là qu'on s'est mis moi je me suis mis full là-dedans, que j'ai constitué une équipe ensuite. Là il y a eu vraiment un déclic et je me suis dit mais là il y a un énorme problème fondamental sous-marin sur les réseaux sociaux qu'on ne voit pas dans le grand public encore, que le grand public américain, une partie du grand public engagé en tout cas sent, et qui est vraiment ultra polarisant, etc. À l'époque, on parlait pas encore, je sais pas quand est venu le terme, je crois que ça vient du MIT, et je crois que ça vient à peu près de la même époque, de l'économie de l'attention. Je veux pas dire de bêtises, hein, je suis pas sûr de mon coup, mais en gros, on n'en parlait pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi l'économie de l'attention ? L'économie de l'attention, moi je résumerais très simplement, c'est le modèle économique qui consiste à se financer en captant notre attention et tout ce qu'elle draine pour revendre toutes les informations qui y sont contenues. Donc, le temps d'écran, pour le dire autrement. Donc, c'est ce que font tous les... toutes les plateformes c'est le fameux, si c'est gratuit, c'est toi le produit, en fait, grosso modo. C'est exactement ça. Okay. Et donc voilà, donc du coup, là, on s'est dit, vraiment, il y a un déclic. Pardon, ma réponse est un peu longue, mais elle est... Non, ça prend tout le temps. On est dans un podcast, c'est le but, quoi. Donc, ouais, et donc, du coup, là, non, moi, j'ai vraiment... Je crois que c'est la première fois de ma vie où je me suis senti... Autant j'étais assez aligné avec le précédent projet, enfin, la bataille de contenu, je me disais, il y a un truc à faire. Autant là, ça fait clic. Et je me suis dit, là, il faut y aller. Il y a un énorme truc. Et ça a vachement résonné, en fait, avec mes aspirations philosophiques, entre guillemets. J'ai toujours cherché du sens. J'avais jamais été pleinement épanoui dans ce que je faisais avant. Peut-être, jamais vraiment, et ce qui est l'autre de beaucoup de gens, en fait, faut le reconnaître. Mais moi, j'ai besoin de cet épanouissement. Et là, je me suis dit, il y a un vrai truc. Donc, vraiment très rapidement, j'ai décidé de me lancer à fond, de monter une équipe. Et clairement, et je finirai de répondre comme ça, ce projet, il est évidemment tech parce que c'est un réseau social, il y a déjà un peu, mais il y aura surtout beaucoup des technologies de pointe telles que l'IA, pas du tout pour le buzz, et pas du tout mais parce que ça se justifie, y compris la blockchain, notamment dans le pay to own dont on reparlera. Donc c'est un vrai projet tech, mais c'est clairement un projet sociétal. C'est aussi un projet philosophique entre guillemets. Quand je me suis rendu compte et ensuite avec un de mes associés des ravages de l'économie d'attention qu'on voit maintenant poindre, qui commence à émerger dans le grand public, ce qui est très bon pour nous, même s'il y a encore du chemin à faire. On s'est dit, mais en fait, c'est pas possible. Ce truc façonne la société depuis 20 ans. On juge pas en disant c'est machiavélique, il y avait un plan, etc. C'est pas du tout le sujet. C'est juste que dans les faits, c'est ça qu'on commence à le voir. Et là, on s'est dit, non, les réseaux sociaux, ils ne disparaîtront pas parce que toutes les raisons plausibles de les voir disparaître sont, à mon sens, des raisons qui sont pas souhaitables, cataclysme écologique, nucléaire, dictature mondiale, parce qu'en fait, s'il n'y a pas ces raisons-là, qui sont toutes, à mon avis, peu souhaitables, le modèle continuera. Donc la puissance, elle est là, elle ne fait qu'augmenter avec la puissance technologique et notamment l'IA qui arrive, alors que la puissance est déjà énorme. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que on met de côté l'hypothèse qu'on va shut down les réseaux sociaux, parce que ça n'arrivera pas. Donc la puissance est là. Est-ce qu'on la laisse se faire capter en continu par des mécaniques de plus en plus puissantes et de plus en plus addictives avec toutes les conséquences sur lesquelles on pourra revenir après, ou est-ce que moi, je considère un peu ça comme un fleuve très puissant. On détourne le fleuve et on essaye justement de contribuer, je vais le dire avec beaucoup d'humilité, à un changement de design des réseaux sociaux
pour reconstruire, réhabiliter des vraies interactions sociales qui permettent du coup des échanges beaucoup plus sains, beaucoup plus authentiques. Ça ne veut pas dire bisounours, hein, mais beaucoup plus large aussi. Ce qu'a en fait pas mal supprimé au fil des années le modèle économique de l'économie de l'attention. Donc, du coup, Canon, je vois bien le truc, c'est-à-dire que 2017, tu as une prise de conscience que tu expliques très bien. En fait, 2020. 2020, oui, ouais. pardon. 2017, c'était le premier projet. 2020, les élections américaines. Prise de conscience sur cette économie de l'attention qui nous génère une tension, sans mauvais jeu de mots. Et là, en fait, est-ce que tu peux revenir juste pour les auditeurs sur c'est quoi le projet de République, c'est quoi République et c'est quoi ton projet sociétal, en fait? Alors, il y a beaucoup de questions intéressantes là-dedans. Alors déjà, ça tu peux pas le savoir, mais et c'est pas grave du tout. On dit République, c'est le jeu de mots. Enfin, en fait, au début, on s'est dit, je fais un peu comme ça. Après, je l'ai dit une fois. Au début, on s'est dit, ouais, c'est peut-être un jeu de mots un peu franco-français, du franglais, etc. Mais en fait, ça résonne très très bien chez les Anglo-Saxons. Alors c'est très drôle parce que j'allais te poser la question pourquoi République s'il y avait justement un projet sociétal, voire politique un peu derrière. Et finalement, c'est République en fait. C'est République. Ouais, mais derrière, ce nom, il dit beaucoup de choses. C'est évidemment la République, donc res publica, ça n'a rien à voir avec la notion, à mon avis, de République telle qu'on entend aujourd'hui. Et la res publica, donc la chose publique, l'une de ses deuxièmes significations, c'est le bien commun. Et il y a clairement une notion de bien commun dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais on ne sait plus ce que c'est. Moi, je remonte, philosophiquement, on introduit beaucoup d'Aristote, mais on ne dit pas, je le pitche jamais, c'est parce que là, on parle du sujet dans le fond. Pour faire très simple, et je me ferai certainement taper dessus par des agrégés de la Sorbonne, mais le modèle d'Aristote dont il parle dans des bouquins tels que l'éthique à Nicomaque ou la politique, pour faire vraiment très simple, c'est de dire que si on respecte certaines, alors lui il appelle ça des vertus, qui sont des vertus cardinales, etc., qui sont universelles, si on les respecte, dans ce cadre-là, on peut s'émanciper chacun en tant qu'individu, développer ce que l'on est chacun, on est tous différents, et mettre ça librement, c'est très important. Donc ça condamne tous les totalitarismes, parce que ça c'est top-down, donc ça doit être choisi librement, parce que c'est cette liberté qui fait l'humain. On peut choisir librement de développer ses qualités, ses talents, ce qu'on veut, et les mettre au service de la société. Et c'est cette harmonie-là qui fait le bien commun. C'est hyper intéressant, ça veut dire, si je reprends par rapport à ce que fait République, il faut un cadre pour être libre. Au même titre que dans ton modèle, dans le modèle Pay to Own, il faut payer pour être libre libre de la publicité, du modèle de l'attention. C'est ça c'est qu'il y a derrière. C'est exactement ça. En fait, il y a deux choses qui sont extrêmement corrélées. C'est que nous, on est convaincus que le gratuit, et on n'est pas les seuls en fait, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le dire ou n'osent pas le faire, ou qui vont, parce qu'ils ont d'autres problématiques comme Musk ou comme Zuckerberg, de façon un peu plus détournée comme d'habitude, qui commencent à introduire du payant, mais ils ont d'autres problématiques qu'on aimerait avoir si on avait tous leurs avantages, évidemment, mais c'est qu'eux, ils ont des centaines de millions ou plus d'utilisateurs habitués au gratuit, et donc si tu leur dis tout le monde passe au payant, tu tues le modèle, tu vois. Donc en fait, nous, vous naissez payant. Le problème, il est là, les conséquences, c'est ça. Si vous, et de plus en plus de gens en sont conscients et adhèrent, si vous voulez vous débarrasser de ces problèmes, il n'y a pas d'autre solution que de couper la dépendance financière au temps d'écran, donc à la captation de votre attention. Donc, il faut payer. Ça, c'est le premier point. Et en fait, c'est juste la réparation d'une anomalie, parce que c'est la seule industrie de masse qui soit née gratuite. Tu vois, il n'y en a aucune. Et on se fait parfois allumer là-dessus. Des gens disent, mais attends, pourquoi un réseau social, ça devrait être payant et tout. Et tu leur dis gentiment, mais tu vas travailler gratuitement, toi, à part du bénévolat, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, pardon si je fais des digressions, mais il y a des gens qui estiment aussi le coût financier réel en temps perdu. Et quand on dit temps perdu, c'est pas du temps oisif où on peut se détendre. Ça veut dire pas de détente, pas de productivité, pas de repos. Donc c'est du temps perdu à scroller, etc., qui est chiffré. Alors il y a plein d'hypothèses possibles, mais à $7,000 par an et par personne. Ah ouais, c'est qui chiffre ça Notamment, j'avais été celui qui me vient à l'esprit, c'est un psychologue pour enfants israélien qui est dans la tech, un jeune, et qui travaille beaucoup justement sur les ravages de l'économie d'attention sur les enfants, mais qui développe aussi des produits tech pour ça, pour aller dans le même sens que nous, et qui a fait une évaluation à peu près du temps qu'on passait sur les diverses plateformes sans être productif, pas pour le boulot et pas pour s'amuser vraiment. Et en gros, alors je sais pas comment il a fait son truc, mais je dis son chiffre, c'est juste un chiffre. Il pourrait diviser par 5 ou c'est une tendance, c'est une façon de voir le. Mais il sort pas de nulle part. Et en fait, et pour moi, c'est pas du tout aberrant. Donc $7,000 en argent qu'on aurait pu gagner ou en loisirs qu'on aurait pu s'offrir. Tu vois. Et là, ce temps qui est même pas
perdu, destructeur souvent, et chiffré à $7,000. Donc, même quand on nous dit un réseau social, parce qu'on est tous habitués à ça, c'est ça qui est dingue, comme cette industrie est née gratuite, quelle que soit la génération, on est habitué à ça. Mais quand le premier réflexe de certaines personnes, c'est de dire, mais attendez, vous êtes payant, mais c'est quoi cette histoire? C'est une arnaque, vous en mettez plein les poches. Non, déjà, les autres gagnent plus d'argent sur vous. Oui, et avec les conséquences. Ils ont un modèle avec la publicité qui est différent, en fait, sur la captation de revenus. Exactement. Donc, tu fais payer. Rappelle-nous un petit peu, tu as plusieurs packs, on va dire, je ne sais pas comment vous les définissez. Et ma deuxième question, c'est donc, parle-nous un peu des packs, c'est est-ce que vous êtes les seuls à faire ça? Est-ce qu'il y a d'autres réseaux qui sont en train de le faire ou qui sont amenés à le faire? Est-ce que vous avez une proposition de valeur, une structuration de captation de valeur qui est vraiment unique, quoi, en fait. Pour le business model, ouais. Alors pour le business model, il y a deux choses. Il y a déjà la vision, donc le pay to earn, on n'y est pas. Là, on vient de sortir la V1 la semaine dernière. On était en bêta depuis plusieurs mois pour tester beaucoup de choses avec les utilisateurs, parce que comme je le disais un peu au sujet d'Aristote, on a le cadre. Franchement, il est très clair. Il peut un peu bouger, s'étoffer, mais en tout cas, il est limpide. Quoi. Okay. Mais par contre, dans ce cadre, on construit avec les utilisateurs. Okay. Donc, ce business model pay to own, ça veut dire je paye, j'ai non seulement accès aux services comme sur n'importe quelle plateforme SaaS ou SaaS B2B ou B2C, que ce soit Netflix ou Amazon, etc. J'ai accès aux services, mais je vais devenir propriétaire grâce à la blockchain d'une fraction de la plateforme, du projet. Alors, c'est là où je suis très prudent, c'est que ça, c'est validé depuis très longtemps. On a des advisors de très haut niveau dans le domaine, mais c'est la vision cible. On n'y est pas encore, je tiens à le préciser, parce que il y a de l'ingénierie à faire. Est-ce que ce sera une société française ou pas? Parce que ça va dépendre de certaines choses. Sous quelle forme? Est-ce que ce sera des fractions directement de la société ou du projet qui sera dans une autre société? Tout ça, c'est encore des questions en suspens qu'on va trancher. Mais là, pour l'instant, on est vraiment dans l'onboarding. Et ça, c'est super intéressant, je trouve, pour nos auditeurs. C'est-à-dire que tu ouvres quelque part la propriété du réseau à tout un chacun. Exactement. C'est-à-dire que je peux acquérir une partie de... Exactement. Mais est-ce que c'est de l'ouverture de capital ou c'est de l'ouverture de futurs rendements, en fait, que tu vas avoir? C'est les deux, en fait. Ouais. Alors là, on rentre vraiment dans les... Mais je vais te répondre après aussi sur les packs. Mais je pense que cette façon de... À ma connaissance, ce business model, tu payes, tu deviens propriétaire, un peu comme si... C'est même pas un peu. Dans le mécanisme, c'est exactement ça, comme si tu achetais une action, tu vois, mais avec des augmentations de capital en continu, etc., pour ajuster la valeur. On est les seuls, à ma connaissance, à le proposer. Ouais. Des réseaux qui font payer, il y en a, mais c'est souvent du freemium. Ça évolue parce qu'ils testent beaucoup de choses, qui est normal. Nous, on a pris le parti, pour le moment, ça pourrait changer, mais on a pris le parti d'être radicaux. C'est-à-dire, de toute façon, ce ne sera pas du freemium. Parce que le freemium laisse trop de place à une minorité qui va payer et qui va avoir des avantages, et d'autres qui vont continuer à se comporter, tu vois. Donc, c'est à mon sens, on verra, il ne faut jamais dire jamais, mais à mon sens, encore une fois, c'est une anomalie. Un service ne peut pas être gratuit. Quoi, en fait, le bénévolat, oui, mais en fait, là, on parle vraiment d'une révolution à grande échelle. C'est l'ambition, on dit avec beaucoup d'humilité, mais c'est l'ambition. On peut être très ambitieux et très humble en même temps, et c'est vraiment notre cas. Donc, je pense, à ma connaissance, oui, c'est le seul. Nous sommes les seuls à aller aussi loin de manière aussi directe. Et en revanche, là où je suis certain, nous sommes les seuls, c'est une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire couper cette dépendance financière au temps d'écran, le modèle d'engagement qu'on propose ensuite, donc basé, encore une fois, tout le monde ne le sait pas, sur un modèle assez aristotélicien qui identifie des notions, pour ne pas dire vertu, pour ne pas dire valeur, parce que je sais que c'est galvaudé, mais c'est quand même ça, universelles, qui sont, si on les rejette par principe, ça nous met directement hors d'une communauté. Je pense notamment à, ça paraît très cheesy comme ça, il y en a 4, mais je vais en citer 2 parce que c'est les plus simples. Altruisme et respect. Quelqu'un qui te dit d'emblée, ah non mais moi l'altruisme, franchement, j'en ai rien à faire, je déteste ça, c'est tout pour ma gueule. Ou quelqu'un qui te dit, ah non mais moi le respect, je m'en fous, c'est mon opinion, les autres je m'en fous. Franchement, à part une marge infime qui existe, mais tu peux pas avoir tout le monde, à part une marge infime, si tu refuses par principe, sans aller plus loin dans la définition, ces deux notions, tu t'exclus toi-même de toute communauté. Tu vois, ça, je pense que la majorité des gens sont d'accord avec ça. Et donc, nous, une fois qu'on a identifié... En fait, c'est la question qu'on s'est posée. On s'est dit, bon, OK, on a éliminé la dépendance au temps d'écran. Maintenant, qu'est-ce qu'on reconstruit comme modèle d'engagement qui, à la fois, serve l'individu et serve le projet et serve aussi Donc là, juste pour bien comprendre, c'est une fois que tu as adhéré, en fait, que tu as payé, c'est comment
ton profil ou remonte ou pas dans le réseau, quoi, en fait. C'est ça. Et toi, tu dis, on le base sur des vertus, quelque part, de dire, si t'es bon pour la communauté, tu vas plus remonter que si t'es moins bon. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu juges, je sais pas, par exemple, je prends la parole sur Republic et je raconte, je sais pas, les business models du futur, par exemple. Qu'est-ce qui fait que, outre le fait que je suis plutôt bienveillante et que j'ai envie de partager, etc., et que je réponds à tes deux vertus, qu'est-ce qui fait que je vais plus remonter que quelqu'un qui aussi raconte la même chose et sera peut-être tout aussi bienveillant, quoi. Alors, c'est une très bonne question et je vais essayer d'être assez succinct sur la description de l'engagement, mais c'est une très bonne question. En fait, l'engagement, aujourd'hui, et je pense que structurellement, il ne changera pas beaucoup. Il pourrait y avoir un peu plus de vertu, ou comme tu dis, ou une notion universelle, ou moins, mais grosso modo, il fonctionne en 3 blocs. Il y a 4 notions, vertus, valeurs universelles qu'on a identifiées, dont respect et altruisme. Il y a aussi compétences et qualités, mais elles sont un peu plus touchy à définir. Mais aujourd'hui, il y en a 4. Et ces 4, et ça on pourrait y revenir rapidement, mais ces 4 notions sont traduites très précisément dans des features et des interactions et mesurées dans le produit. Le respect, c'est dans la modération. L'altruisme, c'est dans le fait de tipser les autres, de donner un peu alors aujourd'hui, c'est des points, des crédits. Genre je recommande un tel ou un tel. Non, c'est ça. Donner des pourboires. Tu vois, donner des. Aujourd'hui, tu as un système de crédit. Et plus tard, ce sera. Alors là, c'est pareil, ça dépendra de l'ingénierie, soit directement en cash, soit un token propriétaire émis sur la blockchain, mais échangeable contre de la monnaie fiat, tu vois, de la monnaie réelle. Donc, le respect, c'est dans la modération. Le tipsing, le fait de récompenser un contenu, parce que tu as le vote, mais tu peux en plus aussi, si vraiment le contenu, Tu peux gagner de l'argent sur le contenu que tu émets. Oui, d'accord, oui. ok. Alors aujourd'hui, encore une fois, c'est un système de crédit, c'est des points. Si les gens viennent pour gagner de l'argent tout de suite, ce ne sera pas le cas, parce que là, déjà, il faut que le projet soit profitable. Là, on est encore au début, même si ça a bien explosé depuis la semaine dernière. Enfin, bien explosé, on a eu une forte croissance. C'est ça. Et donc, du coup, la combinaison de la mesure de ces 4 notions, donc dans la modération, dans le fait de tipser, dans qualité et compétence, donc ça, les gens qui seront bons dans un domaine et ce sera validé par un système, en fait, si ils sont reconnus pour être bons, je sais pas, en cuisine, en sport, en politique, ça augmentera leur métrique compétence et la combinaison en temps réel de ces 4 métriques va donner un score de réputation. Okay. Et ce score de réputation, il a 3 outputs. Donc dynamique, à la hausse ou à la baisse en temps réel, c'est la visibilité sur les feeds. Donc c'est plus du tout la notoriété ou machin, tout ça. Les récompenses financières dans le futur, et puis l'accès à la modération, etc., etc. Donc en fait, tu deviens un peu un moteur de recherche à l'intérieur, c'est-à-dire quand chez Google, tu remontes bien parce que ton contenu est pertinent. C'est un peu la même logique. Tu remontes parce que ce que tu racontes est pertinent et qu'en plus, tu as répondu aux 3 autres vertus dont tu as parlé. Mais non. Mais sauf que, oui. En fait, la mécanique, elle est... En fait, si tu changes la qualité des variables, la mécanique, on va dire, est la même. Mais c'est la qualité qui change tout. Ça veut dire que sur Google, si on fait, ou sur n'importe quelle plateforme de l'économie d'attention, un contenu, je vais le dire en anglais parce que c'est moins vulgaire, clickbait, qui n'apporte rien et je dis pas qu'ils le sont tous, mais un contenu qui n'apporte rien, qui est nocif, voire une fake news, parce que les fake news parfois sont très relayées parce que justement elles ont ce côté sensationnel qui fait qu'elles gardent les gens, même quand on l'aime pas, même quand on la déteste, même quand on voit que c'est faux, il est prouvé qu'elles sont relayées 6 fois plus vite. Ça, c'est prouvé. Oui, parce que ça... Parce que voilà. Donc ces contenus vont être poussés. Mais sans aucune notion de sociabilité, d'impact sur les autres, de respect, d'altruisme. Tu vois ce que je veux dire ? Au contraire, c'est à la limite... Plus ça fait le buzz, plus c'est sensationnaliste, plus ça fait le buzz. Mais du coup, tu touches à un truc vachement intéressant. Fake news. Comment tu fais pour reconnaître, comment l'algo il fait pour reconnaître si t'es... alors là, franchement, on n'y est pas. Et c'est pas forcément la proposition de valeur. L'idée, c'est de... Tu vois, et moi je me méfie... Bon, évidemment, déjà... Ça pose la question de ce qu'est une fake news. Parce qu'en fait, nous, on a travaillé, on a failli collaborer avec une boîte française, des ingés qui vraiment très bon, très bien, qui s'étaient lancés dans un projet pour identifier les fake news. Et eux-mêmes nous ont dit, mais en fait, c'est impossible. Parce qu'en fait, selon le pays, évidemment, il y a le fait que le 11 septembre n'ait pas existé, qu'on n'ait pas marché sur la Lune, tu vois, que la Terre soit plate. Et encore, tu as des gens qui vont le contester, et tu peux toujours aller contester ça, hein, franchement, dans l'absolu, tu vois. Au niveau rationnel, on pourrait être dans un Truman Show ou dans la Matrice, tu vois. Tout est possible. Donc, en fait, la fake news,
qu'est-ce que c'est? Donc nous, on veut pas rentrer là-dedans. On n'est pas en train de dire attention. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas vraiment notre sujet. C'est trop compliqué. Avec l'IA, ça va le devenir encore plus. L'idée, nous, et ça c'est une différence fondamentale, c'est là pour le coup pareil, on est les seuls. C'est on va s'attacher beaucoup plus à déterminer l'intention derrière le contenu. Et la modération est basée là-dessus. Le rejet ou l'acceptation d'un contenu va être basé, focalisé essentiellement sur l'intention plutôt que sur le contenu lui-même. Et comme je le dis souvent, de manière volontairement radicale, parce que c'est vrai et que ça illustre bien le sujet, toutes les autres plateformes sont basées sur le contenu brut. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a le droit de dire, qu'on n'a pas le droit de dire. D'un pays à l'autre, ça peut changer, vraiment. Donc, tu vois, c'est hyper relatif, en fait. Bien et d'une loi à l'autre, ça peut changer. Donc, moi, déjà, ça me pose un problème. Ça ne veut pas dire que tout est toléré, encore une fois, mais moi, je dis souvent, il y a autant d'opinions que d'êtres humains, et la nature même de la perception sujet-objet fait que même avec ton mari, ton copain, tes enfants, tes meilleurs amis, de toute façon, même si tu es très proche, de toute façon, même au niveau de la sensation, au niveau de la perception, tu ne peux pas avoir exactement, en tout point de vue, les mêmes opinions parce que la nature sujet-objet fait que c'est une relation particulière à chaque fois. Donc ça, c'est vrai quand on est proche. C'est d'autant plus vrai quand on est éloigné dans l'espace et dans le temps. Donc du coup, mais il y a une chose où on peut tous se rejoindre à travers l'espace et le temps, c'est une intention saine. Et l'intention saine, elle peut prendre plein de formes. Je sais pas, pour certains, je sais pas, j'ai pas d'idée qui me viennent à l'esprit, mais il peut y avoir des trucs qui nous choqueraient beaucoup, qui se passaient il y a 100 ans, mais qui étaient où il y a 1000 ans dans d'autres pays ou ailleurs, ou chez nous, mais qui en soi étaient promus sainement. Ça veut pas dire qu'il faut les défendre, mais l'intention saine, elle peut réunir tous les êtres humains. Et je vais revenir à mon exemple qui illustre, à mon avis, de manière radicale, mais ce que j'essaie de dire, c'est que on peut tout à fait, et c'est avéré, on l'a même vu, même si on n'a pas des exemples comme ça sur notre plateforme, pas à ce niveau d'extrême, mais on peut tout à fait échanger de manière sereine et intelligente et constructive entre, pour prendre des termes médiatiques, facho et black bloc, si on est prêt à écouter l'autre et à comprendre pourquoi il pense différemment. Ça, honnêtement, personne ne peut le contester. Évidemment, ça va concerner, comme c'est très extrême, une infime minorité des gens concernés par ces extrêmes. Mais c'est faisable. Inversement, entre fans de petits chiens et fans de petits chats, si je ne veux pas écouter l'autre, on peut s'éventrer. Tu vois ? Ouais. Mais c'est vrai, hein. Okay. Et tu vois, quand tu as des disputes, tu vois, entre... C'est intéressant parce que quand je t'entends, cette notion d'intention de nuire ou pas nuire, ou ce que tu appelles toi l'intention saine, c'est très proche des notions de droit. En droit pénal, ce que tu essaies de démontrer, c'est s'il y a eu intention ou pas. Il y a un truc assez proche, en fait, je trouve. Et je rebondis sur ce que tu disais avant, qui était la notion, en fait, de l'intention sociétale de République. Il y a un truc de se dire comment on assainit un petit peu le débat public, quoi. C'est un peu ça que tu dis, quoi. Oui, comment on le restaure aussi, parce qu'il a quand même pris bien dans la gueule, le débat public ces dernières années. Donc, ça, c'est clair. Mais du coup, c'est intéressant de mettre cette notion d'intention, je trouve, dans les logiques de réseaux sociaux, parce que tu passes de l'attention à l'intention. Ouais, exactement. On peut le dire comme ça. Ouais. On peut le dire, même si c'est pas sur la même segmentation que ça se fait, effectivement, on passe. Ouais, tout à fait. Ouais. Je reviens sur un truc que je trouve fondamental, et j'aimerais beaucoup entendre ton point de vue là-dessus, qui est, tu as commencé à en parler quand tu dis effectivement que les utilisateurs, tu es sur un modèle payant, donc payent, etc., et acquièrent une partie du réseau, quoi. Tu es en plein dans cette tendance de la tokenisation de l'économie. Et là, je fais un petit pop-up par rapport à un épisode qu'on vient de tourner où il y avait à cette place même, en fait, à ce micro, Charles-César Damat, que tu connais du groupe Damat et qui est producteur des pistaches de Gréoux-les-Bains. C'est exactement ce qu'il a fait. Je crois qu'il s'est inspiré d'ailleurs de ton modèle. Du coup, ça m'intéresse parce que moi qui cherche à toujours décrypter les business models du futur, il y a un truc fort là-dedans dans la tokenisation de l'économie. Parce que, en gros, et tu m'arrêtes si je me trompe, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est de se dire,
si on veut faire des business models à impact, il y a un sujet tôt ou tard qui vient, c'est comment tu finances en fait ces business models à impact. Soit tu as des fonds propres et tu es capable de pouvoir lancer les choses parce que le temps long que demande un business model à impact n'est pas le même que le temps court que demande des actionnaires ou des investisseurs, etc. Et du coup, il faut trouver la résolution de l'équation, c'est comment je fais pour financer mon business model à impact. Et je trouve que c'était en gros ce qu'on disait un peu, ce que m'expliquait Charles César, dans la tokenisation de l'économie, quand tu dis à tout le monde, vous pouvez participer au business et c'est comme ça qu'on finance le business, il y a un truc énorme qui se cache derrière. Parce qu'au-delà de la technique et de la crypto ou pas crypto, c'est qui finance les business models à impact, tu vois. En fait, ça m'intéresse ton point de vue, en fait, parce que je me dis, est-ce que les banques font plus leur travail ? Est-ce que... c'est plus les banques finalement qui financent l'économie de demain. Et est-ce que le futur des business models à impact, c'est la tokenisation de l'économie ? J'aime beaucoup cette question aussi. Alors moi, je vais être un peu, je pense, j'adore la question. Hein, je vais t'y répondre du mieux possible. Je vais être un peu léger parce que il y a des domaines que je connais pas bien et je suis pas un grand économiste. C'est pas un sujet qui, même si il faut s'y intéresser et que c'est important. Le sujet, la technique de l'économie, à part les grands basiques qu'il faut connaître, n'est pas un sujet d'intérêt pour moi. Donc moi, c'est plutôt les évidences qui me viennent, tu vois, qui vont frotter après avec ces sujets-là. Déjà, je pense que les banques, effectivement, ne font plus leur travail et pour moi, ne servent à rien. Enfin, je vais être assez cash, hein, mais aujourd'hui, je pense qu'elles ont une peur bleue de la blockchain. C'est pour ça que ça a freiné des cas de fer de tous les côtés. Et que là, aux États-Unis, c'est en train de changer, mais là même en Europe, là, ils commencent à essayer de prendre le train en marche. Mais franchement, les banques... ne font que très très peu leur travail par rapport aux freins qu'elles mettent, à mon avis. Et pour dire ça, c'est pas une critique contre les banques, hein, c'est juste pour parler de la tokenisation. Moi, quand j'ai découvert, j'ai pas dans les premiers, hein, j'ai découvert la blockchain en 2017. Et très vite, le truc qui m'a paru le plus fort, parce qu'on parle de traçabilité, d'infalsification, infalsifiable, de sécurité, etc. Sur la blockchain, moi, le truc qui m'a paru le plus fort tout de suite, c'est l'aspect tokenisation. Pourquoi ? Parce que finalement, la tokenisation, et là, pour le coup, moi qui suis assez... j'ai des côtés... D'ailleurs, je déteste ces prismes binaires conservateurs, progressistes, même droite-gauche, enfin, tu vois, parce que, en fait, c'est complotiste, mainstream, tout ça, ça enferme la pensée dans des choses qui sont pas vraies, enfin dans des blocs, alors que tout est entre les deux, en fait. Et je dis ça parce que j'ai quelques côtés conservateurs et quelques côtés très progressistes. Et malgré ces quelques côtés conservateurs, j'ai une vision assez maximaliste de la tokenisation. Et moi, je ne vois pas depuis assez longtemps. Je dis pas que c'est ce qui se passera ou que c'est souhaitable, mais je trouve qu'il y aurait une certaine logique à condition d'avoir un consensus très propre, bien pensé, avec justement, qui se rapproche un peu de la vision de République sur le modèle d'engagement, et à condition d'avoir des IA bien pensées aussi. Dans une vision très maximaliste, ça me choquerait pas, et pas du tout dystopique, d'avoir à terme un peu comme tu as des parités de change, tu sais, entre toutes les monnaies, des parités entre êtres humains, tu vois, en fonction voilà, aujourd'hui je produis moins. Oui, t'es radical, sans tiers enfin, justement, sans ces pseudo-tiers de confiance que sont les banques pour ce qui est de la monnaie et que Bitcoin, le premier, a voulu éliminer. C'est plus logique si, ça suppose évidemment, et le si il est quand même conséquent, hein, que les consensus soient très bien faits, qu'il y ait aussi, à mon avis, c'est hyper important, une marge d'erreur, genre, je sais pas, 20% assez conséquente, qui fasse qu'il y a toujours une sécurité. Et puis pour ceux qui peuvent pas produire, parce que tout le monde ne doit, enfin, l'idée c'est pas de... Mais tu bases ça sur la production, en fait? Non, quand je dis production, c'est au sens large, c'est l'activité, on va dire, tu vois. J'aime beaucoup, là je replonge, et pourtant je suis pas forcément de sa mouvance, mais je suis fasciné, en fait, je suis retombé pas mal sur des conférences d'Aurélien Barraud, j'imagine que tu vois. Bon, déjà, je trouve, d'accord ou pas, je trouve brillantissime, hein, franchement. Et en fait, lui, il parle donc tu sais qu'il est... Pardon si je digresse, hein, mais j'ai découvert le sens du terme polymathe que je connaissais. Alors, polymathe, moi, je connais pas. La polymathe, c'est quand tu es considéré comme un génie dans plusieurs domaines. Et lui, il est considéré comme polymathe, donc, alors, en sciences physiques, en philosophie. Donc, déjà, c'est génial d'avoir les deux. Et alors, je sais plus, en art, je sais plus quoi. Donc, le mec, bon. Et en fait, lui, il dit, et ça, j'adore ça, il dit, en fait, notre culture occidentale a, en fait, complètement perdu le poétique au profit du prosaïque. Le prosaïque, c'est la production, c'est le concret, c'est machin. Et en fait, il dit l'essence de l'être humain, c'est le poétique. Et franchement,
je suis pas poétique, pas au sens juste écrire de la poésie, non, tu vois. sûr. C'est créer, tu vois. Et donc, c'est pour répondre. Je fais ce petit détour pour répondre à ta question parce que dans cette parité idéale entre êtres humains dont je parle, il faudrait que ce soit la créativité, l'apport à la communauté humaine qui soit évalué et pas la productivité concrète dont finalement on se fout. Qui est alors juste, là, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire tu remets en cause finalement la logique capitaliste en fait. C'est-à-dire si l'indicateur n'est plus le PIB et la productivité en tant que telle, mais la contribution à l'intérêt commun, l'intention, pour reprendre tes mots, de contribuer positivement à ce que le groupe aille mieux, à ce que la communauté aille mieux. Bon là, on digresse un peu, mais c'est assez intéressant de te dire, je reviens sur ce que tu fais et ce que vous essayez de faire avec République, c'est ma question suivante, c'est quoi l'impact que tu veux avoir en fait, c'est-à-dire est-ce que ton projet, il est pratiquement sociétal, il est presque politique, en fait, quand je l'entends. Ouais, il est politique au sens original du terme, ça c'est clair, et clairement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'es pas inscrite ici ou tu... Je ne me suis pas encore inscrite. Tu verras. Tu reçois, alors d'ailleurs, il faut le revoir, mais tu reçois un mail où on annonce clairement, quand tu t'inscris, la couleur en disant République n'est pas qu'un réseau social, c'est aussi un laboratoire d'interaction sociale et un projet sociétal. D'accord. On le dit encore une fois, avec beaucoup d'humilité, mais pour revenir à ça, parce que là, je parle dans des trucs philosophiques, parce que... mais tout ça, c'est dans République, c'est la base, c'est l'essence. Mais il n'y a pas du tout besoin de savoir tout ça pour aller sur ton réseau. Exactement, quoi, en fait, le réseau, il est ultra simple à utiliser comme n'importe quel... Mais derrière ça, les mécanismes qu'on a en place vont... De la même manière que l'économie de l'attention nous a petit à petit vidé de la substance de sens et de nos interactions sociales, sans du tout qu'on connaisse les mécanismes de l'économie de l'attention. Ouais. Nous, c'est pareil dans l'autre sens. Enfin, tu vois, c'est pour caricaturer. Mais c'est quoi votre vision ? Vous voulez, en fait... parce que tu l'as dit au début, tu dis de toute façon, on n'éradiquera pas Facebook, Insta, les autres réseaux sociaux. C'est quoi ? Vous voulez vous imposer une nouvelle vision de la société, imposer une nouvelle façon de faire du débat. Tu te dis que tu auras réussi si quoi, en fait ? Ah oula, alors là, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais te répondre et la dernière m'a... parce que c'est... parce que je l'ai ramenée à toi, mais on va la collectiviser. Ouais. Vous aurez réussi si quoi ? Si je devais répondre comme ça vite fait... Si on parle juste de République, parce que je pensais justement que tu posais la question, tu aurais réussi si quoi ? Pour moi, il n'y a pas que République, évidemment, c'est encore bien autre sûr, chose. Bien sûr. Mais et l'échec peut être une réussite, sans rentrer dans les, tu vois. Mais ça, c'est l'objet d'un autre podcast. Ouais, exactement. Et mais on aura réussi. Je pense qu'on aura réussi si on contribue. La grosse réussite, ce serait de casser nous-mêmes le business model, et c'est le but, pour montrer. Je reviendrai aussi sur un autre exemple, mais qu'en fait, le business model auquel on est habitué depuis l'origine de l'industrie, depuis 20-25 ans, est une aberration, en fait, et que les gens l'auront compris. Ça, et si c'est République qui le porte, mais moi, je serais ravi que ce soit aussi d'autres, même s'il y a toujours notre ego qui... là, franchement, on aura vraiment réussi ce qu'on veut faire, tu vois. Et en montrant qu'en fait, non, depuis 25 ans, on vit dans un monde de tarés, quoi. Sur ce plan-là, je veux dire. Donc ça, on aura réussi. Si on fait ça, si on ne fait que contribuer à alimenter cette réflexion, on aura aussi réussi, tu vois, quelque part, tu vois, sociétalement. Après, je reviendrai sur le capitalisme parce que c'est un sujet intéressant. Je t'en prie, vas-y. Tout à l'heure, mais oui, ce que je voulais dire, c'est que je maintiens, et ça depuis ces élections 2020, et j'ai eu beaucoup de mal à admettre au début, quand je discutais avec un de nos advisors, qui est en philo avec moi d'ailleurs, de ces problèmes-là, et que lui, c'est venu de lui, m'a dit, mais en fait, il faudrait faire du payant. Et j'ai dit, mais t'es fou, jamais ça marchera. J'étais un réseau social payant, mais t'es fou. Et en fait, maintenant, c'est tellement évident pour moi, mais tellement. Et donc, du coup, je dis ça parce que je pense qu'on est vraiment sur une anomalie, une illusion collective qui nous fait croire que le réseau social doit être payant par essence. Alors que dès si on le ramène à toi, à moi, machin, en disant, est-ce que tu vas travailler gratuit, comme je disais tout à l'heure, ou tu poses la question à n'importe qui, tout le monde dit, ah, mais ça va pas, t'es complètement fou. Donc, en fait, on défend quelque chose, mais de manière ultra instinctive, qui nous choquerait au plus haut point sur toutes les autres industries. Tu vois, donc c'est juste un truc de dingue, et à l'échelle mondiale, tu vois. Donc moi, je pense vraiment qu'il n'y a rien d'utopique là-dedans. Donc c'est là où je veux en venir, c'est que le New York Times en 2015, ça a commencé en 2012, mais je ne vais pas refaire l'histoire. Le New York Times a commencé à proposer du payant, du freemium, tu sais, pour la presse online. Et en fait,
toute l'industrie, tous les utilisateurs leur ont rionné, les ont insultés, ils se sont fait défoncer par tout le monde, ça marchera jamais. Mais moi, alors ça c'était côté industrie, vous êtes fous, etc. Et côté utilisateur, maintenant tout est gratuit sur Internet, pourquoi j'irais payer, j'ai Wikipédia, etc. Le fait est qu'en fait c'est le modèle qui s'est imposé, c'est devenu une vache à lait. Le New York Times, je veux pas dire de bêtises, je sais plus si c'est 2 ou 5 euros par semaine, mais c'est bien plus que ce qu'on nous on propose. Et en fait tout le monde le fait. Maintenant, tu vois, toutes les grandes antennes de presse online, qu'elles soient politiques, sportives, n'importe quoi. Tu vas lire un ou deux articles et juste après tu vas devoir payer. Ouais. Et en 2015, c'était une aberration pour tout le monde. Et finalement, c'est ça qui a non seulement révolutionné, mais sauvé l'industrie. Donc nous, on pense vraiment, et ça je le pense vraiment depuis que j'ai tout d'un coup le déclic en me disant, on pense vraiment que les réseaux sociaux sont à leur moment New York Times ou à l'aube. Et les signes qu'on voit chez Twitter, chez X, chez Meta, etc. Ils vont vers ça ? Ils y vont de manière détournée parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous, et aussi parce que je pense qu'ils ont peut-être, et je le dis encore avec beaucoup d'humilité, déjà ils sont très différents les deux, ils ont peut-être pas aussi les mêmes intentions. Ouais, et peut-être pas la profondeur philosophique, tu vois, c'est bête, mais c'est... Voilà. Question hyper basique et terre à terre, donc on paye. Combien on paye d'ailleurs pour rentrer sur le réseau ? Alors pour revenir à ta question sur les packages, justement, là en fait on vient de lancer, donc il y a des packages qui existaient déjà avant pour les premiers, ceux qui étaient en bêta. On a des packages qui vont... Donc après, il n'y aura plus de packages, parce qu'on ne veut pas que l'argent soit discriminatoire. Absolument pas. Donc il faut que ce soit hyper inclusif. L'idée, c'est vraiment de faire un truc global. Donc il n'y aura plus de package, il y aura une offre unique, c'est ça que tu veux dire ? Une offre unique, exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a 3 packages. Un qui s'appelle... alors, un qui a 24 € par an. D'accord. Garantie à vie, parce que ça augmentera plus tard, avec quelques avantages, etc. C'est pour les 10 000 premiers, et on appelle Founding Citizen, citoyen fondateur. Okay. Ensuite, il y en a, donc ça pour 10 000. Ensuite, il y en a 1000 qu'on appelle Founding Father, donc père et mère fondateur. Toujours en référence un peu à la liberté, démocratie américaine, etc. Bon, c'était un peu pour le côté ludique, mais et ceux-là, ils sont à 240 € one shot, mais accès à vie. Ils ont encore plus d'avantages. Et puis, il y en a qui sont un peu juste pour vraiment les gros soutiens et tout. Il n'y en a que 10. D'ailleurs, je pense qu'il en reste plus que 2 ou 3, qui s'appellent Consul. Et là, ils sont à 2400. D'accord. Donc, tu as encore plus d'avantages, etc. Mais ça, je dirais que c'est marginal. Et donc, ceux-là, voilà. Et donc, ces packages, ils ont vocation, ils n'ont pas vocation à durer. C'est juste pour le lancement. Okay. Ils sont limités. Ils garantissent des avantages à vie dans le projet, autant que le projet durera. On viendra pas dessus, mais ils seront pas reconduits. Et après, on repassera un truc standard pour tout le monde. Et la seule différence, en termes de reward, de récompense, se fera par les contributions et les comportements, pas sur l'aspect financier au départ. Et qui paye, du coup? C'est-à-dire que les tips dont tu parlais, c'est une fois que je suis sur le réseau, etc., je me conduis bien, je partage bien mes contenus, j'ai des contenus, une bonne intention, je suis altruiste, etc. Les tips, tu les obtiens... c'est quoi les flux de paiement, en fait? C'est-à-dire de qui je récupère les tips, en fait Alors aujourd'hui, je te dis, c'est un système de crédit. Donc c'est vraiment, tu vois... C'est du ticketing, en fait. C'est comme alors, qu'est-ce que tu veux dire par ticketing? Un peu comme Home Exchange, tu sais ce qu'ils font, tu vois ce que c'est ce site où tu échanges tes maisons. Ah oui. En fait, tu payes un abonnement annuel et après tu gagnes des points pour pouvoir échanger tes maisons. C'est comme ça. C'est un peu ça, on va dire. Aujourd'hui, c'est ça. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas encore notre blockchain et ça, c'est volontaire. Pareil, pourquoi on n'a pas mis de la blockchain? À l'inverse, on a fait l'inverse de tous les projets Web3. Et je pense qu'on a eu raison. Moi, ça fait pas mal d'années que je dis que la plupart des projets Web3 et je critique pas, il y a des super trucs, je veux pas avoir l'air d'être... Mais ça m'a toujours paru aberrant d'avoir le Web3 qui est censé répondre aux problématiques du Web2, donc logiquement, et de construire des architectures techniques hyper pointues avec des gens hyper brillants entre soi, et ensuite d'aller chercher la cible qui est le Web2 et qu'on a complètement oublié, et du coup qu'on sait pas, et à laquelle ça ne parle pas du tout parce que c'est trop compliqué. Nous, on a fait exactement l'inverse. On a pensé le truc comme un produit Web2. On s'est dit, on mettra la blockchain uniquement là où on en a besoin. D'accord. Et donc là, on a un produit qui s'adresse à la population concernée, c'est-à-dire le Web 2, le mass market en fait, et qui va mettre la blockchain, notamment dans le pay to own, parce que là, ce sera important pour la propriété, et la distribution des récompenses financières, là où on en aura besoin. Mais là, on n'en est pas encore là, puisqu'on vient de lancer, donc, tu vois, pour plein de raisons stratégiques, comme je viens de te dire, ça c'était hyper important, faute de moyens et de flexibilité, parce qu'une fois que tu as ta blockchain, tu es quand même beaucoup plus pieds et poings liés, tu vois, tu peux pas facilement... Enfin, c'est compliqué de changer de blockchain, c'est du développement, etc. Donc là, on a un produit qu'on a itéré de manière très flexible. On va pouvoir mettre le plus rapidement possible la blockchain là où c'est nécessaire. Donc, je dis ça parce qu'aujourd'hui, ça reste un système de crédit, on peut appeler ça des points, qui va juste jouer, en fait, sur... Alors, ils seront échangeables plus tard,
contre vraiment des vraies récompenses. Mais pareil, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais c'est une garantie. Hein. Soit Future Token, soit... Enfin, en tout cas, ces points serviront à quelque chose. Mais aujourd'hui, les flux vont permettre de tout simplement de continuer à valider ce qu'on a déjà validé en bêta, et puis c'est ça qui va jouer sur ta note de réputation. D'accord. Donc plus tu as une note de réputation élevée, plus potentiellement tu es tipsable, donc rémunérable. Non, tipsable, tout le monde l'est, pareil. Tout le monde l'est, okay. Mais par contre, plus tu vas en fait, point que j'ai pas décrit, en fait, aujourd'hui c'est comme ça, il y a des distributions de ces crédits toutes les semaines, c'est hebdomadaire. D'accord. Donc en fait, en fonction de tes comportements sur la plateforme, donc je te dis ta contribution à la modération, enfin je peux rentrer dans le détail de plusieurs mécanismes si tu veux, mais ça peut prendre un peu de temps. Hein. Non, mais vas-y, on a tout le temps. Okay. Ouais. Donc par exemple pour la modération, ça c'est un truc central. Pour revenir à l'intention, et donc ça c'est la variable respect, tu vois. La modération, ce qui se passe, c'est que déjà il y a un premier filtre IA pour filtrer ce qui est vraiment évident, tu vois, agressif et tout. Ouais. Et en fait, donc ça c'est éliminé tout de suite. Voilà. Ensuite. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas reporter un contenu, ce que tu peux faire sur n'importe quelle autre plateforme, ce contenu va être envoyé à 7 utilisateurs au hasard qui ne peuvent pas se concerter. D'accord. Et ces 7 utilisateurs vont recevoir une grille très simple. Aujourd'hui, c'est 4 critères. Ça peut évoluer, il peut y en avoir 3 ou 6, mais aujourd'hui, c'est 4. Ça va être de mémoire, hein, parce que ça évolue encore en ce moment, mais est-ce que ce contenu est un appel à la haine ou à la violence évident ou dissimulé? Est-ce qu'il est là pour discuter ou pour clasher? Est-ce qu'il est là pour troller? Est-ce que c'est de l'autopromotion sans objet, tu vois, genre juste j'ai mis un lien et tout, donc des trucs. Et en fait, les utilisateurs ceux qui reçoivent ce contenu, vont devoir sélectionner un de ces critères ou alors mettre autre chose si jamais pour dire. Donc tu évalues, tu juges ta communauté, quoi. Enfin, t'es les gens qui émettent du contenu, quoi, en fait. En fait, si moi je poste un contenu qui est houleux, qui est border, quoi, ou en tout cas qui est reporté, peu importe, par quelqu'un, et en fait ce contenu il va être envoyé à 7 autres utilisateurs, et ces 7 utilisateurs vont devoir se prononcer en gros sur l'intention. Cette grille de lecture, elle permet de juger l'intention. Et ce qui est intéressant, et c'est ça qui change beaucoup de choses, et ça pour le coup c'était le projet, mais les utilisateurs nous le confirment, donc c'est toujours très satisfaisant évidemment quand ça vient des utilisateurs, c'est que la majorité. Donc c'est 7, c'est volontaire parce que 3, il y a trop de marge d'erreur, tu vois. 7, ça n'alourdit pas trop les serveurs, etc. Mais je pense qu'on montera après quand même un peu. C'est génial, c'est les assises du contenu, quoi, pour reprendre l'allégorie avec le droit. Mais pardon, vas-y, continue. C'est ça. Et la majorité va être récompensée. Ok. En crédit et plus tard financièrement. Donc, et ça. Le fait d'avoir été dans la majorité va aussi augmenter ta métrique respect. Donc elle va augmenter ton score de réputation. Et donc, du coup, tu n'as pas intérêt à troller. Et en fait, nous, les retours qu'on a eu des utilisateurs, et je reprends l'exemple politique parce que il est plus parlant, mais encore une fois, sur Republic, tu peux parler de chiens, de chats, tu peux éventuellement poster tes photos de vacances. C'est un réseau social, en fait, il y a des gens qui nous disent, waouh, votre système de réputation, il est génial parce que j'avoue que ce contenu, j'étais super contre. Franchement, je supporte pas cette idée, mais franchement, rien à dire. Il est là pour discuter. Le mec est pas là pour clasher. Il l'a bien amené, donc je l'ai validé. Tu vois, et réciproquement. D'accord. Et ça, tu l'as nulle part ailleurs. Tu vois. C'est là la différence de l'intention. Tu vois. Donc, t'es sur une logique de, à l'inverse, tu vois, sur les réseaux classiques où tu signales un contenu et tu dis pas pourquoi. Toi, t'es plus sur une logique de, est-ce qu'on peut avoir une écoute active, quel que soit le contenu, et pouvoir discuter si la chose est bien amenée, dans le respect, dans la... Exactement. Et en fait, moi, ce que j'aime dire, parce que c'est vrai, c'est aussi c'est l'un des sous-produits majeurs de notre proposition de valeur, c'est qu'on arrive à notre échelle, hein, on verra quand on va se caler, hein, mais on arrive très bien à notre échelle à réconcilier ce qu'aucune plateforme n'arrive à faire, c'est-à-dire liberté d'expression, j'ai envie de dire radicale, tu vois, et sécurité et sentiment de liberté, tu vois. En fait, ça n'arrive nulle part. Sur Twitter, qui pose plein de bonnes questions, Twitter, hein, tu vois, on peut ne pas aimer, moi je suis très peu, mais en tout cas, Musk pose de très bonnes questions dans le fond là-dessus. Et sur Twitter, c'est quand même la loi de la jungle. Les mecs se mettent des parpaings, il y a plein de gens qui sont partis. Tu peux dire tout et n'importe quoi au même niveau, tu vois, ce que j'appelle le mégaphone. Ça veut dire qu'il y a plus de... Bon, c'est une forme de liberté d'expression, mais pour moi, c'est plus proche de la loi de la jungle. À l'inverse, l'ancien Twitter, donc ça c'est sur X plutôt. Et pour rester sur X, justement, l'ancien Twitter, c'était l'inverse. Et on a vu après qu'il y avait eu de la censure, il y avait eu de pilotage, pas forcément à des fins éditoriales, mais ça peut être à des fins éditoriales, ça peut être à des fins politiques, mais ça peut être aussi à des fins de protection. Mais quoi qu'il arrive, dans le cas Musk, tu as des gens qui sont
complètement déroutés parce que c'est trop agressif et qu'en fait, c'est pas un réseau social pour eux. Et je pense qu'ils ont raison, partiellement, en tout cas, au moins partiellement. Et de l'autre côté, je comprends aussi l'autre position de dire, il y a des gens qui se faisaient censurer parce qu'ils avaient émis une opinion qui n'était pas conforme, tu vois. Donc ça, personne n'a réussi à résoudre cette équation. Nous, à notre petite échelle évidemment, et on aura d'autres, mais c'est déjà beaucoup, parce que ça marche très bien. Tu vois les premiers retours que t'as, en fait, depuis pas mal de temps, parce que t'as levé la bêta. Donc depuis plusieurs mois, on a beaucoup de gens qui disent, alors il y a eu des petits dérapés, mais rien de grave. En tout cas, bien moins pire que sur d'autres réseaux, et surtout beaucoup de retours positifs en disant franchement, des gens qui arrivent, tu vois, j'ai un exemple je les cite souvent, mais évidemment, c'est un exemple assez typique mais il y avait une nana super géniale, une de nos primo-utilisatrices qui était assez woke, tu vois, mais vraiment hyper convaincue et hyper empathique. Et tu vous sentais qu'elle était habitée par ce qu'elle défendait, elle était pas agressive, elle était un peu à fleur de peau parce que ça la touchait beaucoup, mais gentille, adorable. Et t'avais de l'autre côté un mec qui est plutôt l'autre spectre politique, ancien légionnaire, très cool, entrepreneur, très sympa, donc plutôt extrême droite, comme on dit, tu vois. Et en fait, les deux se chamaillaient, et parfois ça clashait un tout petit peu, mais jamais d'insultes. Et en fait, c'est devenu un petit couple emblématique au début. Et en fait, ils en arrivaient à se remercier, tu vois, à la fin. Franchement, sur plein de trucs, ils n'étaient pas d'accord, mais d'avoir appris la position de l'autre, etc. Tu vois, et spontanément. Ça n'arrive pas sur les autres réseaux. Alors évidemment, tu vois... Oui, tu veux dire qu'en fait, quelque part, la logique de cette économie de l'attention dont tu parles et des algorithmes fait que, en fait, paradoxalement, on se replie avec que des gens qui pensent comme soi, quoi, en fait. Exactement. Et qu'il n'y a plus ce qu'on pouvait retrouver, en fait, dans la vraie vie à l'époque de nos grands-parents, où le dimanche midi, on est assis autour de la table, il y a des opinions qui fusent un peu dans tous les sens. Exactement. Mais bon, au final, on a une discussion. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça paraît un peu... c'est exactement ce que tu viens de dire, ou comme on parle du café du coin à l'époque, tu vois. Mais c'était sain, tu vois. C'était sain, tu vois. Il y avait, moi je sais pas, j'ai pas connu cette époque-là, mais moi non plus, je suis pas si vieille. non, mais je sais, mais j'ai des grands-parents, bien sûr, mais je veux dire, le truc café du coin, peut-être, tu vois, qui existait avant, mais il y a quelque chose de sain. Tu discutes de tout, tu balances tes idées, éventuellement ça monte un peu de ton, il y a peut-être une bagarre une bagarre par an, et puis le lendemain tout le monde a oublié. Mais là, c'est systémique, parce qu'effectivement, les algorithmes sont conçus pour ça, pas conçus pour montrer. Enfin, si. En fait, si. Ils sont quand même conçus, je veux pas avoir trop... Pour qu'on se retrouve avec son clone, quoi, en fait. Droite, tu vois, de plus en plus de trucs de droite, de gauche, pareil, les petits chats, pareil, les petits chiens, pareil, tu vois. Et Sean Parker, qui est le premier président de Facebook qu'on voit dans le social network, tu sais, et donc, qui était le fondateur de Napster, tu sais, et lui, on a fait une présentation en Suisse en début d'année, on cherchait un peu des citations clés de ces personnages pour voir ce qu'ils pensaient à travers l'histoire de Facebook, etc., dès le début. Mais en fait, lui, et ça, je l'ai appris à cette occasion, lui, il dit dès 2008, donc c'est quand même assez récent, il dit nous avions connaissance des failles, enfin, en gros, ça veut dire ça, dans la psychologie humaine, nous le savions et nous les avons exploités quand même, tu vois. Donc, c'est pas, et c'est lui qui le dit en 2008, tu vois, c'est pas un truc de complotiste ou de machin, tu vois. Intéressant. Donc en fait, moi, je pensais que c'était venu beaucoup plus tardivement, à partir de 2010, quand on a commencé à mettre beaucoup de pubs pour du business, et que petit à petit, ça s'était détérioré. Et en fait, c'est assez récemment que j'ai découvert, j'aurais peut-être dû le savoir avant, mais que de manière surprenante, non. En fait, c'est venu très tôt, de manière délibérée. En fait, quand je t'entends, forcément, je peux pas m'empêcher, ça résonne avec le livre de Giuliano d'Ampoli, tu vois, sur les ingénieurs du chaos. Que je n'ai pas lu, mais lis-le, et puis celui d'après qui est sur l'heure des prédateurs. Et forcément, ça résonne d'autant plus parce que, comme tu l'expliques bien, ta prise de conscience à toi, elle est née des élections américaines en 2020. Je peux pas m'empêcher de me dire, on est en 2025, 2027 va pointer le bout de son nez, ton réseau, il est éminemment, il le porte, même si tu prononces République, on entend aussi République, donc il porte aussi cette vertu de se dire, de remettre le débat, qu'il soit politique ou d'autres choses, parce que vous n'allez pas discuter que de politique sur ce réseau social, mais forcément, est-ce que quelque part, il y a une envie de s'inscrire un peu dans cette temporalité, de dire, quand tu dis que l'impact que vous souhaitez avoir, il est sociétal, et de remettre le débat public dans toute sa tessiture sur la place publique, est-ce qu'il y a, ma question, c'est est-ce qu'il y a une logique politique un peu derrière tout ça ?
pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, politique au sens sociétal, politique au sens... de l'agora, quoi, en fait, au sens grec du terme. Exactement, quoi, en fait. le fonctionnement de la cité, oui. Ouais. Mais de la même manière que, sans le vouloir forcément, et de manière beaucoup dégradée, Facebook et consorts, je parle de Facebook parce que c'est le premier que je rencontre, ont eu un rôle politique, tu vois, et même politicien maintenant. Mais dans ce sens-là, oui, évidemment. Mais par contre, alors c'est une question qu'on me pose souvent, et peut-être qu'elle est... Moi, personnellement, là, tu vois, évidemment qu'en 2027, on pourrait être une plateforme d'échange géniale, tu vois, pour des vrais sujets, pour pouvoir échanger justement de manière plus posée, plus sur le fond, pas sur des réactions, plus sur des actions conscientes. Ce serait génial. Est-ce que Republic a été pensé pour ça? Non. Pas juste pour être un truc de débat politique au sens dur du terme. Est-ce que ça peut l'être? Est-ce que ça peut servir à ça? Bien entendu. Est-ce que nous, on va prendre une trajectoire pour aller dans ce sens-là parce que ça a du sens? Peut-être. C'est pas, si tu veux, c'est pas dans la roadmap parce que là on est quand même sur du, on pourrait, hein, tu vois, mais peut-être. Mais moi, en tout cas, au moment où je te parle et depuis le début du projet, même si beaucoup de choses ont évolué dans ma tête, etc. L'idée, c'est vraiment plus de se dire. On a un système de masse qui est l'économie de l'attention, vraiment un système de masse qui s'est introduit dans tous les détails de nos vies, tu vois, et qui a façonné au fil de l'eau, lentement, sournoisement, et encore, je le dis sournoisement, sans jugement de valeur. C'est dans les faits, c'est sournois parce qu'on l'a pas vu venir. L'essentiel de nos interactions, de nos façons de communiquer, que ce soit personnel, professionnel. Enfin, je veux dire, ça a mis son emprise sur tout, maintenant politique, puisqu'on sait que c'est utilisé aussi pour ça. Et ben, en fait, ce système, il est partout. Nous, on pense que cette puissance-là, comme je te disais tout à l'heure avec le fleuve, elle peut et doit être détournée de manière autrement pour réinstaurer des vraies relations qui correspondent à un être humain épanoui, enfin plus épanoui, tu vois, et tout simplement plus humain, tu vois. Donc c'est ça le vrai truc. Après, si effectivement les échéances très concrètes dont tu parles, et ça fait partie de ça, font du sens, qu'on peut servir à ça, et que ça vaut le coup qu'on mette une stratégie en place pour ça, évidemment. Ouais. Mais c'est pas le but premier, tu vois, dans la vision globale. Tu vois, Vous êtes combien aujourd'hui ? Alors, on est 3 et demi, enfin non 3, on est 3, ça va évoluer. En termes d'opérationnel, et on a aussi pas mal d'advisors, et je le dis quand même souvent parce que, et je dis c'est pas des advisors de deck, c'est des advisors, on a vraiment la chance d'avoir des advisors de très très haut niveau dans tous les domaines, que ce soit la blockchain, l'intelligence artificielle et autres, le product, et plein d'autres sujets. Et c'est des advisors vraiment impliqués. Tu vois, il y en a certains que j'ai toutes les semaines, pas comme des opérationnels, mais il y en a certains que j'ai 1 ou 2 heures par semaine, tu vois, régulièrement. Et c'est qui en financement d'investisseurs? T'as qui derrière toi, si tu peux les citer? Alors, si, je peux citer. Alors déjà, pour le financement, nous, on a en levée communautaire, on a quelques, mais en fait, l'histoire du financement, je peux être très transparent là-dessus. On a levé très peu. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est des projets où il est très compliqué de lever, particulièrement en France et en Europe, parce que le profil de risque, en France et en Europe, mais je vais parler que de la France, hein, on a une culture vraiment du peu de risque, il faut du MRR, il faut vraiment, tu vois, on préfère avoir un petit MRR qui va grossir de manière assez forte chaque mois. MRR pour nos auditeurs? Oui, pardon, Monthly Recurring Revenue. Plutôt qu'un projet hyper ambitieux où tu vas scaler et monétiser après. Les Américains, c'est très différent. Alors tu me diras pourquoi on n'est pas allé aux US, peut-être qu'on pourrait y aller. J'ai un associé d'ailleurs qui est à New York, qui vit là-bas. Mais c'est aussi un projet européen, tu vois, français. Donc, bon, mais pourquoi pas? Enfin, on est fermé à aucun fond du moment que c'est des gens qui ont compris la mission. Donc en fait, on a levé. Donc au début, c'était très compliqué. Soit on levait et on se diluait énormément et on pouvait plus porter cette vision, tu vois, très vite, parce qu'après les autres dilutions nous auraient rendus impuissants, tu vois. Soit il a fallu qu'on bootstrap, comme on dit beaucoup, c'est-à-dire qu'on fasse tout avec nos petites mains. Donc c'est des fonds propres en fait, non? Ouais, alors fonds propres et puis surtout en manque à gagner, c'est-à-dire sans se payer, sans machin. Ouais. On avait des compétences dans l'équipe qui nous ont permis de faire beaucoup de choses, tu vois. Donc on n'a pas payé, tu vois, mais on a monté une petite équipe d'associés, où on a fait des choses avec nos mains. Et puis ensuite, tout au début, on a fait une petite levée, mais vraiment une petite levée de 120 000, 130 000. Et puis on a refait une autre ensuite sur une valeur supérieure, très vite, en 2 heures de 50 000 pour développer l'application. D'accord.
Et aujourd'hui, il nous en reste un tout petit peu, mais on se serre la ceinture sur tout le reste. Et effectivement, il y a eu des fonds propres, il y a beaucoup, enfin, tu vois. Et là, du coup, on a lancé, pour plusieurs raisons, parce qu'on a lancé une levée globale dans laquelle on inclut la communauté aussi, qui est ouverte, à mon avis, qu'on va fermer. Je veux pas le dire parce que c'est encore confidentiel, mais bientôt. Mais on a voulu inclure la communauté dedans. Et donc là, on a déjà quelques garanties, quelques comment on appelle ça, des engagements, voilà. Parce qu'on s'est dit, le pay to own, ça va être dans le business model, mais si on ouvre un fonds, si on ouvre un tour de financement participatif, il n'y a aucune raison de ne pas mobiliser. Donc n'importe qui peut aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et tu veux dire où est-ce qu'on peut trouver sur votre site, j'imagine Ouais, alors en fait, oui et non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une réglementation européenne qui s'appelle la loi Prospectus, qui interdit, quand tu n'es pas agréé, en France c'est AMF, etc. Alors, je connais pas les détails, mais je sais le process, si je veux pas me retrouver embêté, qui interdit de faire de l'appel à l'épargne publique trop ouvertement, tu vois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, on peut nous écrire sur Contact en disant qu'on est intéressé, et on envoie un lien, on explique tout, et là on donne les détails. Et si les gens sont intéressés, ça n'engage à rien à ce stade. Et en fait, on leur ouvre le lien de la plateforme, qui en l'occurrence est Roundtable, qui est un leader européen du financement participatif. Ok. Et à ce moment-là, ils auront les accès sécurisés. Mais on est limité à 149 personnes, ce qui fait qu'on trie vraiment les intentions. D'accord. Parce qu'une fois que tu as fait rentrer, et ça c'est le règlement européen, une fois que tu as fait rentrer 149 personnes sur la plateforme se verrouille et on peut plus faire rentrer personne. Donc si tu fais rentrer 149 personnes qui sont juste curieux, en fait... oui, t'as pas levé ce que tu devais lever. On n'a pas levé, et puis ceux qui étaient vraiment intéressés, ils sont lésés. Donc on y va... Tu filtres avant. Et il y a un minimum pour investir. Alors le minimum, c'est... Ouais, nous on aurait voulu que ce soit un tout petit peu plus bas, parce qu'en fait tout ça va être consolidé dans un SPV. Donc pour nous, ça change rien. Ça n'atomise pas du tout la table de capitalisation. Mais le minimum, c'est Roundtable, ça c'est leur standard. Et, ils font 600 deals par an. Donc, enfin, je dis peut-être des bêtises, mais je sais qu'ils font plusieurs centaines de deals. C'est 1000. Donc, d'accord. Donc c'est quand même accessible pour des gens qui veulent soutenir le projet. Donc toute personne qui a 1000 € et qui croit en ton projet peut vous contacter pour investir là-dessus. Et prendre le pari de se dire c'est encore tôt et je peux voilà. Et donc je pense comme il va falloir qu'on mobilise les fonds à un moment pour avancer sur la roadmap, je pense qu'on va clôturer dans les prochaines semaines, on communiquera dessus, mais c'est encore ouvert. D'accord. Donc à vos claviers, comme on dit. Et alors, c'est qui tes investisseurs, du coup ? Écoute, il y en a pas mal parce que il y a eu l'entourage du réseau, etc. Mais on a Charles César dont tu parlais, qui nous suit depuis assez longtemps, qui investit en général plus dans des trucs. Tu dois le savoir mieux que moi, enfin aussi bien que moi, dans plus du terroir ou des choses plus traditionnelles, et qui est je crois un gros billet français. Et puis on a aussi Bertrand Delcourt qui était un gros business angel français très sympa et qui a beaucoup aimé le côté visionnaire et qui nous suit depuis le début. C'était notre premier. Puis après on a notamment nos advisors avec des gens très pointus dans plusieurs domaines, je te dis, je pourrais citer des noms, mais on a Félicie Le Dragon qui est une KOL sur LinkedIn. On a Cyril Papadacci qui est Head of AI chez Accenture et qui est un ancien partenaire du BCG AI. On a d'autres gens. On a Adrien Hubert qui était le fondateur de SmartChain. D'accord, oui, Et une autre question que je me posais aussi, c'est par rapport à des réseaux comme Substract, en fait. Est-ce que vous les regardez ? Est-ce que c'est des concurrents ? Est-ce que leur modèle est intéressant pour vous ? Alors, le modèle est très intéressant. Moi, je regarde parce qu'il y a du contenu et je trouve que c'est très bien. Je pense que c'est complémentaire, en fait. Tu vois, nous, on est plus dans l'échange, mais je pense que c'est des modèles complémentaires. Ils ont ce site commun que tu te rémunères sur ton contenu de manière très directe. Et je pense que ce serait pas aberrant à un moment quand on sera un peu plus gros, Substract ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres, c'est un modèle qui a fait des petits, mais ce type de modèle de newsletters quand c'est pertinent et que c'est vraiment de qualité, pourquoi pas qu'on s'associe, qu'on en trouve des partenariat. Parce qu'en fait, on a vraiment vocation, au-delà d'être un réseau social, je pense, à être un social média, revenir à ça aussi. Tu vois, la dimension média va prendre, à mon avis, de plus en plus d'importance dans le réseau social. Tu vois. D'où je rebondis avec ce que tu disais, c'est vous vous inspirez aussi de certains modèles, tu citais le New York Times, de la presse, en fait, sur la façon le business model des digital, en fait, de certains médias. Ou pas. Non, le New York Times, moi j'ai découvert après qu'ils avaient fait cette disruption, comme on dit, mais j'ai trouvé ça très...
c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. C'était plus pour sauver le modèle et pour se dire, en fait, il faut bien rémunérer les journalistes, ce qui est normal. Hein. Ouais. Nous, on considère que la valeur d'un réseau, c'est bête, hein, mais on l'a trop oublié, c'est quand même les utilisateurs, tu vois. Ouais. Et donc, c'est pas normal que ce soit le fameux si c'est gratuit, c'est toi le produit dont on parlait, que ce soit eux qui soient pressurisés, qui ne gagnent rien, et qui soient juste pressurisés pour produire des trucs de plus en plus uniformes et juste à des fins de profit, tu vois. Carrément. C'est eux qui devraient récolter le profit, d'où ce modèle-là aussi. Hyper intéressant. Eh ben super, je pense que cette interview touche à sa fin. Si tu avais, alors je sais que les philosophes aiment pas les mots de la fin parce que ça ferme la pensée, pensée qui a vocation à être en action et en débat public permanent. Mais si tu avais un mot de la fin, tu dirais que c'est quoi en fait Pour Republic ou en général pour cette interview? Déjà, non, merci. Enfin, c'était super d'échanger avec toi et vraiment, je trouve que je dis pas ça je trouve que la façon, ton axe de présenter des nouveaux business models, c'est super, c'est bien. Il faut que les gens sortent. Ça, c'est vraiment un truc. On parlait du capitalisme tout à l'heure. Moi, je suis, tu vois, de berceau capitaliste. Je pense que je suis capitaliste, mais je pense qu'il faut définir ce qu'est le capitalisme. Tu vois, la propriété, je suis pour. Je suis évidemment pas du tout pour le communisme, ne serait-ce que parce que c'est un truc top-down. Mais si le capitalisme n'est pas cadré justement par des notions, valeurs, vertus, tu vois, qui nous, comment dire, qui nous affectent tous. On va dans le mur, on le voit sur la planète, on le voit sur, tu vois, on le voit sur les. Donc en fait, j'allais dire, pardon, j'ai fait encore une grosse digression, mais je trouve que c'est super de présenter les nouveaux business models parce que je pense qu'il faut faire évoluer le capitalisme largement. Et faire rimer durabilité avec rentabilité. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, voilà, tiens, tu m'as trouvé le mot de la fin. Je pense qu'on a basculé depuis, je saurais pas quand, mais moi c'est un terme bateau que j'utilise, je pense pas l'avoir inventé, mais que j'utilise, que j'appelle le profit centrique. On a basculé dans le profit centrique. Probablement à la fin du XXe siècle, je sais pas trop, ou seconde partie du XXe siècle. Avant, l'être humain a toujours aimé l'argent. L'argent, c'est pas sale, mais tu recevais de l'argent en conséquence d'un bon produit ou d'un bon service. Aujourd'hui, et le but, c'était quand même de faire un bon produit ou un bon service. Déjà parce que il y avait sans doute un peu plus de conscience, et surtout parce que si tu le faisais pas, tu vendais pas, tu vois. Aujourd'hui, et ça, j'ai pas peur de le dire, avec le marketing et l'hypermarketing, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais je pense que c'est vraiment un poison. En fait, on est passé à une religion où on le voit sur LinkedIn et sur plein de trucs. Hein. En fait, le but, c'est de vendre le plus de n'importe quoi à n'importe qui, tout le temps, tu vois. Et en fait, c'est plus de faire un bon service ou un bon produit. Ouais. Donc, je pense que le mot de la fin, c'est qu'il faut absolument sortir de cette religion, ce dogme du profit centrique qui va nuire à tout le monde, qui dresse les gens contre les gens contre les autres, qui détruit la planète, qui détruit la société et qui finira avec l'exponentielle croissance des technologies, si on fait rien, par nous détruire, tu vois. Je pourrais encore développer longtemps, donc je vais m'arrêter là. Mais ça fera l'objet d'une prochaine conversation. En tout cas, merci beaucoup Étienne d'avoir été avec nous dans Capital Social. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à noter le podcast sur votre plateforme préférée, à le partager si vous pensez effectivement que d'autres aussi doivent entendre cette vision du futur, ta vision du futur. Merci, ainsi qu'à toute l'équipe de One2One2 qui rend ce podcast possible. Je vous donne rendez-vous très très vite pour le prochain épisode de Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Merci beaucoup. Merci à toi.